Ça va faire 1 an que j'ai commencé à investir en bourse. 1 an que j'ai acheté mon premier ETF et mes premières actions. La première année est celle où l'on fait le plus d'erreurs, mais c'est aussi celle où l'on apprend le plus de choses. Et dans cette vidéo, vous aurez en quelques minutes 1 an du meilleur de mes apprentissages en bourse. Je vais dire ce que je ferais si je repartais de zéro pour avoir un maximum de perf. Et les gars, c'est le temps de remettre les pendules à l'heure. En bourse, 90% du travail est fait si tu ouvres un PEA et que tu balances un ETF du Nasdaq et du SP500. Le reste est une question de passionné et je dirais même d'une obsession masculine. Ceux qui font du stock picking sont des geeks et je pense que 90% des gens, comme moi, le font mal. Il y a 2-3 ans, je passais mon temps à m'intéresser au monde du cyclisme, au bikepacking, au vélo de course, tout ça. Il y avait un truc qui me frappait, c'était l'obsession des gens pour le poids de leur vélo. Cette roue en carbone pèse 750 grammes pour tel prix, tandis que la concurrente pèse 800 grammes pour tel prix. Et je voyais plein de gens en commentaire qui réfléchissaient, qui brainstormaient pour un même budget, quelle pièce de vélo acheter pour que le vélo soit le plus léger possible. Et à la fin, ça faisait des différences de 50-100 grammes. Et pour moi, c'est exactement la même chose avec le stock picking. Chercher la petite surperformance, le petit plus, ça équivaut à compter les grammes sur votre vélo. C'est super comme exercice, c'est super comme un truc de passionné, mais est-ce que ça vaut l'effort ? Est-ce que ça vaut l'effort lorsque la majorité de votre argent provient de votre travail, non pas de vos investissements ? Parce qu'on ne devient pas riche avec les investissements, mais avec notre travail. C'est un plus, c'est sûr, c'est de l'argent passif, c'est sûr. Sur le long terme, à horizon de 15-20 ans, oui, on devient riche, mais sûrement que pour vous aussi, la majorité de votre argent provient de travailler et de ne pas le dépenser. Donc sachant que la bourse correspond à une part minime de vos revenus, le 80-20, le 20% d'efforts qui rapporte 80% des résultats, c'est d'acheter des ETF, tout simplement. Au final, moi aussi je suis de ceux qui comptent les grammes sur leur vélo, j'ai des actions en portefeuille, je fais du stock picking, et même si je pense que je le fais plutôt bien, le problème est que j'investis de trop petites sommes. J'achète des actions à tranche de 300 € alors que j'ai 10 000 € de TF. Et au final, la surpondération, elle est minime. Si je balle un 10, c'est sur quelques micro-pourcents. Donc de plus en plus, je me dis, soit on fait le truc sérieusement, et comme certains youtubeurs, on est hyper concentré sur notre portefeuille, et là, on a vraiment le bénéfice du stock picking, de la surpondération, on pourra vraiment se démarquer de l'indice, là, il y a vraiment une raison de le faire, ou soit on ne se prend pas la tête et on fait full ETF. Parce que honnêtement, je trouve l'entre-deux un peu moche. Numéro 2, si vous investissez en bourse, vous êtes sûrement tombé dans un piège, c'est presque impossible d'en échapper, c'est le fait de se faire FOMO, Fear of Missing Out. Vous avez pléthore de vidéos sur YouTube qui vont jouer sur la peur de rater des opportunités en or, qui disent là c'est le moment d'investir avec une grosse miniature en rouge en bas de courbe, tout ça pour présenter l'action Orange. C'est même pas une blague, je vais vous montrer tout ça sur mon PC. Attention, Orange, l'opportunité du siècle. Voilà, Orange, on va comparer avec Visa, une action que tout le monde a entendu parler. Sur 1 an, Visa plus 21%, Orange moins 10%. Sur 5 ans, Visa plus 62%, Orange moins 11%. Et sur 10 ans, les gars, c'est honteux. Visa 759%, Orange 52%. Et tu peux faire ça avec tout, voilà, Orange, Apple, c'est un truc de fou. Orange, LVMH, c'est un truc de fou aussi. Donc la question c'est, est-ce que vous voulez de ça ? Il y a tellement un gap entre certaines actions que même s'il y a la meilleure opportunité possible, si l'action elle pue, bah ça va puer. Si vous faites du stock picking, faites-le sur des actions qui méritent le stock picking. Et 99% des bonnes actions qui méritent le stock picking, c'est aux États-Unis. Après, juste pour revenir sur l'action Orange, l'action Orange elle a un gros dividende, elle a 7,5% de rendement, donc sûrement ça intéresse des profils qui sont plus en mode rentier, non pas des gens qui cherchent la croissance et qui ont l'action Microsoft Visa dans leur portefeuille, mais au bout d'un moment le gap il est tellement énorme, moi je me dis à quoi bon ?
Numéro 3. En bourse, les États-Unis font mieux que la France, donc pourquoi se prendre la tête? L'indice de l'Eurostoxx 50, qui regroupe les 50 plus grosses entreprises européennes. Là, on parle d'LVMH, de Total, de ASML, de SAP. Et bah, cet indice, l'Eurostoxx 50, contre le SP500, les gars, ça donne ça sur 5 ans. SP500 plus 107% en 5 ans. L'Eurostoxx 50, 60%. Le marché américain a presque fait le double du marché français. Et les gars, c'est pas fini, parce que si en plus de tout ça, on rajoute le Nasdaq, bah bam, en 5 ans, le Nasdaq plus 175%, tandis que l'Eurostoxx 50, 60%. Et si on fait sur 10 ans, l'écart se creuse encore plus. Donc ma question est la suivante, est-ce que vous voulez d'un indice où la crème des entreprises françaises se font rétamer par les États-Unis, surtout que les ETF du Nasdaq et du SP500 sont éligibles au PEA? Si les indices européens se font rétamer, c'est parce que les entreprises françaises se font rétamer. Mais nous, Français, on est grandement incités à investir dans les entreprises françaises parce qu'il y a ce fameux PEA qui existe. Si on veut acheter des actions américaines, on est obligé de passer par un compte titre et on paye 30% d'impôts. Mais si on veut acheter des actions françaises, on peut passer par un PEA où on paye 17% d'impôts. Donc on pense que c'est une bonne idée d'investir à travers un PEA car on paye moins de taxes. Mais c'est une idée de merde, 13% d'impôts en moins c'est que dalle. Et je suis tombé sur une vidéo de Crésus qui l'explique très bien. Si on investit à travers un PEA, on met 100 000 euros à 7% par an et on les laisse pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, notre plus-value serait de 97 000 euros. Et vu qu'on est sur un PEA, on retire 17% de taxes, ce qui fait 80 000 euros de plus-value nette. Maintenant, si on investit ces 100 000 euros dans un compte titre qui nous permet d'investir dans des entreprises largement plus performantes et qu'on arrive à choper un rendement de 8% par an, non pas de 7% par an, bah, au bout de 10 ans, on aura 216 000 euros, soit 116 000 euros de plus-value, ce qui fait 80 000 euros de plus-value nette lorsqu'on retire 30% de taxes. Donc vous voyez que pour pallier à l'avantage fiscal du PEA, il suffit de faire 1% de plus sur votre compte titre. Et 1% de plus, les gars, quand on a accès à des entreprises comme Google, Visa, Microsoft, BlackRock, MSCI, bon en fait il y en a plein. Et bah 1% de perf en plus, les gars, c'est vraiment que dalle. En résumé, le PEA c'est balèze pour éloger des ETF qui traquent des indices américains. Mais vous faites ce que vous voulez, de toute façon, vous êtes des adultes, les gars. Numéro 4. Une erreur en bourse que je vois trop souvent, ce n'est pas parce que ça a très bien monté que ça ne peut pas encore monter, et ce n'est pas parce que ça a bien descendu que ça ne peut pas encore descendre. Typiquement, Nvidia et Novo Nordisk d'un côté et l'action Kering de l'autre. Nvidia n'a cessé de péter plafond sur plafond. Novo Nordisk, c'est la même chose. L'action coûtait 80 € quand je l'ai découvert. L'action venait de faire un pic et pour moi c'était déjà cher. Et là, on se retrouve quelques mois après, l'action coûte déjà 140 €. Les deux actions sont des actions de qualité, donc fondamentalement les entreprises sont bonnes, donc la valeur de l'entreprise augmente. Mais aussi, il y a un gros effet momentum. La stratégie momentum, c'est le fait d'acheter des actions qui ont performé sur le court terme parce qu'elles sont plus enclins à performer ensuite, parce qu'il y a une sorte d'effet de foule, une sorte d'inertie où quand le prix d'une action monte et qu'elle est à un minimum justifié, bah ça peut clairement la faire décoller. Tout comme, dans l'autre sens, une panique peut faire dégringoler le prix d'une action. Il y a le cas de Netflix en 2021 où l'action avait fait moins 70%, moins 70% en quelques mois. Et la raison est qu'ils ont perdu 200 000 utilisateurs sur 60 millions. Et si on regarde des ratios, 200 000 sur 60 millions, c'est vraiment que dalle. Mais tu mélanges ça à une panique du fait que c'était la sortie de Covid. On prédisait que les gens allaient arrêter d'autant regarder Netflix. Donc un début de tendance vers le bas plus une panique, ça fait un gros pic vers le bas. Mais cette panique était injustifiée. Donc les mois suivants, les années suivantes, bam, ça a repiqué vers le haut de fou. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes resté à la fin de cette vidéo, vous êtes des gigaboss. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si le sujet de l'oseille, de la finance vous intéresse, abonnez-vous, cette chaîne est faite pour vous.